La couleur d'une peinture. Les gravures de David Brûlart ressemblent au soleil, mais sont tristes comme la veille. Elles sont plus émotives que les rêves et merveilleuses comme quand le jour se lève. La danseuse de classique, aux gestes souples des oiseaux dans le ciel, aux airs gracieux des vagues dans la crique, à l'élégance des reflets de caramel dans un pot de miel, à la tristesse d'un flamant rose enfermé dans un cirque. L'arme à feu, plus violente qu'un grand combat de boxe, bien plus injuste que l'anti-jeu. Elle a un son métallique comme un objet en inox. Elle ressemble à une hyène qui attaque sa proie en sortant d'un creux. Le grand boxeur a des muscles d'acier, et plus haut qu'un gratte-ciel, et rapide comme un lévrier, n'a malheureusement pas le potentiel. Bonjour Monsieur Brûlart, vous désirez un petit peu de thé? Bonjour, je crois que c'est de, de convenance, alors oui, volontiers, alors un thé, ouais. Que pensez-vous du texte créé par Léo sur les 3 œuvres exposées au mini-musée mobile du COV que vous venez d'entendre? Disons que il faudrait que je prenne le temps de le réécouter une fois, ça va l'air bien, il y avait plusieurs bonnes pistes. Je pense que j'ai besoin de le lire peut-être sans, sans le décor de la Tantida, mais je trouvais qu'il y avait, effectivement, je vous donnerai peut-être un petit retour à Léo quand j'aurai le temps de le relire. Il n'y a pas un exemplaire papier justement? Ah oui, il y avait. Quelque part. Bon, c'est pas grave. Voilà. Vous verriez écrire sur les dessins de l'un de vos élèves par exemple, ou mieux encore, faire un livre avec l'un de vos élèves? J'ai un peu un projet comme ça en fait sur Facebook en fait. Je reprends des phrases que mes élèves disent parce que des fois en fait quand on est professeur il y a certaines petites perles qui sortent comme ça pendant le cours. Donc du coup c'est pas forcément les images des élèves mais plutôt leurs pensées, leurs réflexions, quelque chose comme ça. Puis après effectivement peut-être de compiler ça avec des images d'élèves. Je trouve qu'il y a ça je pourrais écrire sur les dessins de mes élèves peut-être pas mais compiler des textes, des images pour faire une espèce d'instantané de leur âge, quoi, de l'adolescence en 2016. Je pense que ça peut être effectivement une piste. Ouais. Et vous avez un exemple justement d'une de ces phrases d'élèves? Souvent c'est un peu c'est pas pour me moquer d'eux, mais c'est souvent des phrases qui montrent un petit peu leur fulgurance comme ça. Par exemple, j'avais 2 élèves africains et on est en train de faire de la terre cuite et il y en a un qui dit hey, tu connais Ebola? Puis parce qu'il y avait une recrudescence du virus Ebola en Afrique, puis l'autre il dit qui? Le rappeur? Puis l'autre il dit non, le virus. Okay. Voilà, ce genre de truc, je trouve que c'est bon. assez savoureux quand on est prof. Ils ont l'impression de refaire le monde avec quelque chose, un ton un peu savant et voilà. Ça, par exemple, c'est des choses que j'aime bien, mais ça montre leur fraîcheur, puis aussi leur curiosité envers le monde avec une certaine naïveté. Les jeunes quoi. Voilà. Les jeunes. Les jeunes. Donc, vous êtes né le 4 juin 1979 dans la capitale fribourgeoise. Vous avez donc 73 ans? Voilà, moi en fait j'ai eu les questions. J'ai parcouru rapidement, vous avez mis 39, si jamais j'ai 37. Je sais. Okay. Vous venez de péter ma blague. Ah d'accord, ok. Non, j'avais pas que c'était bien préparé comme ça. Bon. Okay. Donc, quel est votre plus beau souvenir de jeunesse? Si vous en souvenez, bien sûr. Du haut de vos 37 ans. De souvenirs de jeunesse, de votre âge ou de votre jeunesse, quand vous étiez jeune, quel est votre... Quand vous étiez jeune, ok. Alors, sur ce canapé, là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être le grand-père d'Heidi, quoi. Mon plus beau souvenir de jeunesse. Je pense que, j'étais un peu plus âgé que vous quand même, mais je pense que c'était ma première exposition. J'ai fait tout près d'ici, à Romont, en fait, sur dossier, pour l'été, ils donnent la clé de la Tour du Sauvage pendant une semaine à un artiste ou un artisan. Et j'avais été sélectionné quand j'avais 19 ans. J'ai fait ma première exposition de peinture. Et tous les soirs, j'avais organisé des contes, j'avais fait venir un piano. Je pense que c'était peut-être ça un souvenir de jeunesse un peu professionnel qui se rapporte aussi un peu à... Après, j'ai plein de souvenirs intimes, quoi. Mon premier baiser, enfin... C'est comme ça qui est intéressant dans la vie, je pense que c'est quand même l'amour. Voilà. Du coup, oui, mais ça, peut-être, c'est un peu... le cadre est trop précis pour développer. On va dire la première exposition à la Tour du Sauvage. Voilà. Et... Mais vous aimez depuis toujours l'art?
L'art, je sais pas. Je pense qu'en fait, j'adorais depuis tout petit les Walt Disney, par exemple. J'avais, ça vous paraît genre vraiment la préhistoire, mais j'avais des VHS de Blanche-Neige. Non, mais et regardez moi aussi. Ouais, Blanche-Neige, mais le VHS, je sais pas. Je sais pas si La cassette qu'on met. Oui, j'avais une cassette de ça. Voilà, on attend que ça. Voilà. Alors ça, voilà. Puis en fait, quand je pense que j'avais 6-7 ans. Je faisais des arrêts sur image pour redessiner. Je pense qu'à 6 ans, j'ai redessiné tout Blanche-Neige, image par image. Du coup, ouais, j'ai toujours bien aimé dessiner. J'ai aimé la bande dessinée. J'avais toujours un Picsou magazine dans la voiture, donc on avait un petit trajet. Je dessinais des licornes dans mes cahiers de maths. Enfin, ouais, j'ai toujours un peu dessiné. Ok. Donc, vous êtes marié, vous vivez et travaillez à Fribourg. Je suis pas marié. Ah, vous êtes pas marié? Oui, je vis dans le péché avec la mère de mes enfants. Ah, ouais. Ok, donc, mauvaise source, hein, mauvaise source. C'est pas grave. Vous travaillez à Fribourg, ça c'est juste ça, quand même. Juste. Ouais. Vous avez une vie ou vous bossez comme un malade pour survivre? Parce qu'on sait que, c'est pas... Comment dire? C'est pas... comment dire ça? C'est pas facile de vivre quand on est artiste, je crois. Ouais, alors en fait, j'ai un vrai travail qui est, vous l'avez compris, qui est prof d'art en fait. J'ai fait le choix à un moment donné, après mes études d'art, j'ai travaillé pendant 3 ans comme, on va dire, artiste, graphiste, indépendant, d'être dans l'image, quoi, d'avoir des clients. J'ai fait des affiches de théâtre, des flyers, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand on a 20 ans, c'est facile un peu de bricoler avec des budgets qui sont quand même pas exorbitants. Puis ensuite, quand on a envie, d'avoir une vie un peu plus confortable, de voyager, d'avoir un bel atelier, d'avoir des enfants, voilà. En fait, c'est vrai que j'ai dû un petit peu me dire, dans quel job je pourrais être en fait heureux et trouver aussi un moteur. Et du coup, j'ai fait effectivement d'abord de la radio, puis maintenant en fait, je suis professeur. Du coup, je survis pas. J'ai une vie que je trouve plutôt passionnante, qui a un équilibre entre la passation d'une branche que j'adore, l'art, et j'adore l'âge, votre âge, l'âge des ados. Je trouve que c'est un âge merveilleux. Mais en fait, c'est quoi votre job? Pouvez-vous nous l'expliquer? En fait, alors là par exemple, j'ai terminé au CO du Belluard. J'embrasse les élèves que j'ai vus cet après-midi qui étaient un petit peu terribles. Et je suis prof d'activité créatrice, donc de terre, de pierre, de bois, de métal et d'art visuel. Voilà, et ça je le travaille à 85%. Puis à côté de ça, en fait, j'ai un espace d'art qui est aussi mon atelier, qui s'appelle l'atelier Tramway à Villars-sur-Glâne, dans lequel, en fait, j'ai produit toutes les images de la vie sauvage. Et j'organise aussi des expositions thématiques et des événements autour du dessin. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'ouvrir un lieu qui connecte les gens avec l'art. Je pense que c'est la même chose que je fais avec mon boulot de prof, en fait. Voilà, c'est ça mon métier. Mais l'art, pour vous, c'est plus un hobby ou quelque chose à côté de votre travail qui est être professeur? Non, alors moi je pense que c'est pas un hobby, c'est un appel en fait, c'est un appel depuis très longtemps et je pense que c'est une façon aussi d'aller mieux, c'est une façon d'exprimer le monde, de l'analyser, de porter un regard. C'est pas un hobby, parce que si c'était un hobby, je trouve que je travaille beaucoup pour un hobby et je sais pas, cette année j'ai fait 8 expositions, un livre, 2 publications. C'est clair qu'en fait pour un hobby, je pense que j'ai quand même beaucoup de rigueur. Du coup, ça fait quand même maintenant 12 ans que je travaille de la gravure, notamment, où j'ai reçu des prix, etc. Et je pense être un professionnel, en fait, au niveau artistique. Maintenant, on est dans une société qui ne permet pas forcément d'en vivre. Si on était à la Renaissance, on aurait peut-être un mécène, Laurent de Médicis, qui me ferait une commande d'un portrait d'une de ses amoureuses. C'est pas le cas maintenant. Et j'ai choisi aussi d'être prof pour ne pas être dans la rage de créer, me dire il faut que je vende. Là, je viens de faire un vernissage à Vevey samedi passé. J'ai vendu 12 gravures. Et pour moi, c'est bien, c'est du bonus, mais j'ai pas besoin de vendre pour pouvoir amener de l'argent dans mon foyer, payer mes impôts, voilà, la vie de tout le monde, quoi. Et au fait, ça consiste à quoi, la gravure? Parce que j'ai pas trop suivi mes cours d'art, moi. Ok. Alors, la gravure, en fait, c'est d'abord la multiplication d'une image. Il y a plusieurs sortes de... les procédés de gravure, ils sont infinis. On peut tout faire. On a des matrices qui sont un peu plus communes, comme du carton. Bien, moi, je travaille sur du plexiglas, mais on a aussi des matrices plus nobles, comme le cuivre, le bronze, le zinc. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur une matrice, ensuite, donc sur une plaque, ensuite, par un procédé chimique, de la transformer, puis ensuite de reproduire cette image-là
sur du papier en passant sous une presse. C'est à peu près ça. Je sais pas si en général, en fait, en première année du CO, on fait de la linogravure, qui est de la gravure en creux, et donc on enlève de la matière pour faire apparaître une image. Parcours d'études, votre parcours scolaire. Justement, il est assez chargé d'après mes sources. Vous avez fait l'école professionnelle des arts contemporains, école romande de la formation des journalistes et cours de réalisation, à l'ETNA, atelier de cinéma expérimental à Paris. Vous avez trouvé votre bonheur parmi toutes ces expériences ? Alors trouver son bonheur, est-ce que c'est ça vraiment l'objectif? Moi j'ai toujours pensé que quand on fait un métier, on doit progresser, apprendre des nouvelles compétences et pour moi c'est toujours un petit peu, j'ai choisi un fil rouge un peu de la transmission, du coup entre de faire des expos, mon boulot de prof, parce que vous avez oublié encore la HEP, je suis un vrai prof quand même. Et, encore une mauvaise chose. On espère, pas un imposteur. Et l'ETNA c'était juste un workshop de 2 mois en fait à Paris, du coup c'était un peu moins, mais c'est vrai qu'en fait, je suis assez curieux et juste entre 20 et 30 ans, c'est vrai que j'avais envie d'essayer plusieurs choses, plusieurs domaines professionnels. Ça me permet aussi d'avoir je pense en tout cas, une plus grande vision globale quand je suis en face de mes élèves, quand je suis dans une exposition, voilà. Ouais. Et aussi, on l'a dit justement, vous avez suivi les cours de la formation des journalistes, l'école romande de la formation des journalistes. Donc, vous avez été journaliste radio, mais pourquoi vous avez arrêté? Alors, j'ai arrêté un peu à l'insu de mon plein gré, comme on dirait. En fait, j'ai travaillé 2 ans et demi, et ensuite j'ai eu l'opportunité de partir à Paris dans un atelier que la ville de Fribourg me donnait pendant une année gratuitement, en plus d'une bourse de 1500 francs par mois. C'est le genre de truc qui se refuse pas vraiment. C'était à la Cité des Arts, et du coup, moi je devais avoir une production sur Couleur 3, donc une émission quotidienne. Et j'étais voir le directeur à l'époque, il m'a promis que quand je reviendrai, j'aurai mon poste. Et quand je suis revenu, la télé et la radio ont décidé de s'unir, ce qu'on appelle la convergence radio-télé, et il y a beaucoup de postes de journalistes qui ont giclé. Donc c'était plutôt l'atmosphère à virer des gens qu'à en engager. Donc quand je suis revenu de Paris avec ma grande envie d'émissions culturelles sur Couleur 3, il y avait plus de budget pour personne. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis après, il y avait aussi quand même le fait que quand on fait de la radio, je sais pas si c'est votre cas, mais c'est vraiment une vocation. On mange radio, on lit radio. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on pense est-ce que ça va être un chroniqueur, est-ce que ça va être un invité, est-ce que ça va m'ouvrir sur un sujet. Et j'avais besoin de plus de temps quand même pour moi, pour pouvoir penser mon travail artistique, pour pouvoir continuer en fait à développer ma pratique artistique. Et vous pensiez radio, vous dormiez radio Ouais. Oui, réellement. Ouais, réellement. Non, mais je pense que comme un travail qui est très engageant, très impliquant, qui a quand même une certaine pression. C'est vrai que quand on est en studio, puis qu'on sait qu'il y a 20 000, 30 000, 60 000 auditeurs ou comme ça dépend. Puis après, j'ai aussi travaillé en fait à France Inter, notamment pour la radio belge. Donc j'avais un duplex hebdomadaire quand j'étais à Paris. Du coup, là, il y avait vraiment un grand bassin qui pouvait écouter mon avis, mon interview, etc. Et c'est vrai que comme il y a une pression aussi sociale, on s'engage beaucoup plus, quoi. Dans votre biographie sur votre site, on voit que vous avez gagné de nombreux prix. Et en fouillant sur le net, j'ai vu que vous passiez souvent à la radio et dans les journaux. Vous êtes une personne connue et reconnue. On peut dire ça comme ça ? Là, comme je suis à la radio NRV, je pense en fait c'est le sommet quand même de ma carrière médiatique. C'est vraiment gentil. C'est très gentil à vous. J'aime bien votre naturel. Ok. Alors, pourquoi en fait aussi c'est intéressant d'avoir fait de la radio, c'est qu'après on a un peu quand même, j'ai fait une école de journaliste, du coup je connais beaucoup de journalistes, du coup je peux appeler quelqu'un en disant écoute j'ai fait un super livre, ça serait cool si j'avais genre une petite chronique dans l'hebdo, ce que j'ai toujours pas d'ailleurs, mais voilà, et c'est clair en fait que à partir du moment où on a une émission, par exemple là pour la vie sauvage, en fait, on a fait une grosse émission sur Vertigo, j'étais l'invité principal. Une fois qu'on a Vertigo, on a tous les médias qui nous suivent. Pas le matin parce que c'est pas ça. Voilà, la culture, je crois qu'ils comprennent pas ce que c'est, mais 20 minutes. Mais voilà. Après, c'est assez facile d'avoir. Est-ce que c'est connu, reconnu Moi, ce que j'ai envie, c'est surtout que mon livre, en fait, même pas qu'il soit acheté, mais qu'il voyage. C'est tellement un travail
J'ai travaillé sur ce livre pendant 3 ans et demi. Du coup, j'ai envie maintenant qu'il trouve son public simplement, qu'il trouve des bibliothèques, que des gens aient envie de partager cette histoire, ces images. Voilà. Du coup, est-ce que c'est connu, reconnu? Je suis pas sûr. Quand j'étais à Couleur 3, on me reconnaissait des fois à cause de ma voix, des fois dans des magasins ou comme ça. Et là, voilà, j'ai perdu peut-être un peu ce côté un peu star system, je sais pas, même si c'était que de la Suisse romande. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est important que voilà, un travail trouve son public. C'est surtout ça. Au lieu de la célébrité. Voilà. Après avoir parlé de vous, parlons un peu de vos créations. Bon, c'est encore un peu moi, encore, hein, mais on peut parler de vous. C'est quand même vous le thème de l'interview. Ok, ouais, le thème. Allons-y, continuons sur le thème. La vie sauvage, c'est le 3e ouvrage que vous avez publié et c'est un peu ce roman graphique qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un roman graphique? Alors, c'est intéressant cette question parce que on peut déjà commencer par qu'est-ce que c'est la bande dessinée. Moi, j'ai fait une école de bande dessinée, comme on disait, l'école professionnelle des arts contemporains. C'est une école spécialisée dans l'image narrative, donc de raconter des histoires avec des images. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, on a explosé les territoires de la bande dessinée. On essaie de raconter des histoires différemment que Boulet Bill, Tintin ou même voir Titeuf. Il y a de l'autobiographie, il y a de la bande dessinée de reportage. Puis un roman graphique, je pense que c'est ça, c'est vraiment repenser l'espace entre l'image et le texte qu'on appelle l'ellipse. Et par exemple, dans le livre La vie sauvage, j'ai jamais illustré ce que le texte disait. Il y a toujours un léger décalage qui amène comme un kaléidoscope en fait américain ou comme un kaléidoscope intérieur du héros. Et moi, pour moi en tout cas, un roman graphique, c'est évoquer un film avec un mot et le compléter avec comme une musique en plus avec les images. C'est quelque chose d'assez complet, comme un voyage. Voilà, c'est ça, un voyage littéraire. Et comment vous définiriez cette œuvre, justement? C'est un magnifique cadeau de Noël, déjà, à faire. Ensuite, la pub. 36 francs, si jamais dans les bonnes librairies, vous pouvez le commander. J'étais allé à chasse d'un coup dans mon fauteuil. Non, Marlise, combien ce magnifique livre? Non, ce que je vais dire, en fait, c'était quoi la question? La fatigue des élèves vont épuiser. Ouais. Comment définiriez-vous cette œuvre? Cette œuvre, alors, est-ce que c'est une œuvre? C'est difficile à dire. Pour moi, ça définit déjà, en fait, une grande collaboration avec cet auteur américain qui s'appelle Tony O'Neill. C'était déjà un sacré dialogue entre nous pour faire ce travail-là. On l'a écrit, en fait, d'une façon assez spéciale. Souvent, celui qui fait les images, il est considéré comme un illustrateur. Du coup, on reçoit un texte et après, à nous de le découper, de l'illustrer, etc. Et c'est moi qui ai contacté Tony, en fait, avec un synopsis, comme pour un film, de 10 pages et 20 images. Et j'ai choisi un mec qui est quand même vachement talentueux. Il travaille pour Rolling Stone, il a déjà sorti plusieurs livres. Il a un de ses livres qui est en adaptation à Hollywood, même s'il est encore assez jeune. Et en même temps, il fallait qu'il soit assez humble pour être d'accord de travailler sur une base que moi j'avais envie de bosser avec. Du coup, je pense que c'est vraiment un dialogue parce que pendant 3 ans, on s'est échangé des musiques, des images, des films et on a construit ça ensemble. Il répondait à mes images, je répondais à ses textes. Et du coup, c'est ça. Peut-être que je dirais que c'est, au lieu d'être une œuvre, c'est plutôt un dialogue intercontinental sur la mythologie américaine. Ok. Pour parler simplement. Ok. Donc, Tony O'Neill était drogué et oui, mais il le revendique. Dites-moi, pour écrire, pour vivre l'art, pour oser, pour foncer, pour dépasser nos limites, comme on le voit dans le livre, est-ce qu'on est obligé de prendre la drogue ou on peut le faire en étant clean? Je pense que c'est une question vachement intéressante. Tony O'Neill, en fait, il se revendique d'un héritage d'une bande d'écrivains, d'artistes qui s'appelle la Beat Generation, B-E-A-T. Et c'était une génération qui était vraiment dans le début du mouvement hippie, qui était en fait dans la liberté aussi d'écrire différemment. Et ils ont beaucoup expérimenté. Comme les surréalistes, ils ont expérimenté l'hypnose, par exemple. Mm-hmm. Eux, ils ont expérimenté la drogue. Et je pense que c'était dans le même but que les surréalistes, qui était en fait d'ouvrir des nouvelles portes, de trouver des idées autrement qu'en lisant, par des rencontres, par des discussions. Maintenant, moi, même par exemple, on pourrait parler avec l'alcool. Est-ce qu'on doit boire un verre de rouge avant de faire un joli dessin Ou on peut aussi élargir à, un peu le mythe des artistes maudits, est-ce qu'il faut être triste pour faire quelque chose de fort Moi, je crois pas du tout à tout ça. Je pense que, en tout cas, moi, plus je suis heureux, mieux je crée. Je pense même quelque chose qui peut être assez triste. Mes images, elles ont l'air un peu nostalgiques.
Mais je suis plutôt quelqu'un d'heureux, en fait. Et ouais, et après, c'est clair qu'il y a un côté salvateur aussi. Moi, je sais que Tony, alors il était un grand héroïne man, il a failli mourir plusieurs fois. Il a mon âge. Puis en même temps, c'est un mec super sensible, c'est un mec super gentil. Il était avec sa fille là pour la tournée de promotion en Suisse. Et du coup, c'est pas un drogué comme on a cette image du drogué qui serait peut-être violent, en manque, etc. C'est plutôt quelqu'un qui a trouvé en fait une voie de rédemption avec la littérature. Donc pour répondre à la question simplement, j'ai fait un peu une... c'est bien, non, c'est bien. je pense en fait que c'est un mythe et que c'est un mythe qui peut devenir dangereux. Des fois par romantisme, on se dit je vais être artiste, je vais me droguer, puis ensuite je vais être un bon artiste. Essaye d'abord de faire une belle image, puis ensuite tu peux t'amuser. Mais pourquoi Tony O'Neill, un écrivain américain, alors qu'on a une jeune écrivaine bulloise, Mélanie Richaud, qui est passée sur le plateau de Radio Énervé? Ah, je connais Mélanie. Effectivement, je trouve que c'est une très bonne écrivaine. Et moi, je suis très fier en fait que dans le canton de Fribourg, on trouve des talents qui ont envie de s'exprimer et qui ont aussi de l'ambition. Je pense que Mélanie, elle a aussi comme moi, on a envie de faire un objet culturel de qualité. On est aussi assez soutenus l'un et l'autre par des bourses, etc. Moi, j'avais envie de travailler. D'abord, j'avais contacté en fait un écrivain vaudois, Quentin Moron, qui avait sorti un livre un peu road trip comme ça. Donc road trip qui parle de la route parce que c'est un peu l'ADN un peu de ce livre-là, La vie sauvage. Et lui m'a snobé en me disant ah non, pas trop envie. Puis après mon éditeur il m'a dit pourquoi tu cherches un écrivain vaudois qui écrit, enfin tu veux un écrivain américain, puis tu cherches en fait d'abord un écrivain vaudois qui écrit à l'américaine, autant contacter genre un mec américain. Et j'avais vraiment envie de confronter parce que l'idée c'est un dialogue entre moi je travaille à Villars-sur-Glâne et Tony il est à New York. Et c'est les deux, on rêve en fait de cette Amérique, ce grand mythe américain, ce rêve américain qui est maintenant en fait terminé en fait. C'est intéressant que l'élection de Donald Trump et tous ces laissés pour compte qui votent pour Donald Trump, ça se passe maintenant en même temps que la sortie de ce livre. Ça raconte un peu ça, ce rêve américain qui est un peu calciné, qui est brûlé. Du coup, c'est pour ça que je voulais travailler vraiment avec quelqu'un qui était dans l'ADN. Même si Tony est anglais à la base, et maintenant il travaille depuis longtemps aux États-Unis, il a vraiment il a ça dans le sang, quoi, le côté américain. Et maintenant, un peu de lecture. C'est donc l'histoire d'un jeune boxeur, Chet, qui tue son adversaire dans un match clandestin dans l'Amérique des années 50. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cette histoire sans tout dévoiler à nos auditeurs ? Sans spoiler, alors... si vous voulez. Plusieurs choses, en fait. On a pris comme base, comme trame narrative de base, l'histoire du magicien d'Oz, qui était en fait une jeune fille qui part... qu'il y avait des images du magicien d'Oz dans le... Et en fait, c'était un des premiers road trips américains, et c'est cette jeune fille qui part rencontrer l'épouvantail, le lion, le bonhomme de fer, et c'est un peu ça. Chet, en fait, effectivement, doit prendre la route pour échapper à tout un gang de la mafia qui veut se venger de la mort de Pretty Boy, qui était l'autre boxeur, et Chet ne voulait pas le tuer à la base, mais voilà. Donc du coup, il prend la route et il va rencontrer une jolie fille, ils vont avoir une histoire, et il va aussi rencontrer sur son chemin, justement un peu comme l'épouvantail, comme le lion, comme le bonhomme de fer blanc, des figures un peu marginales qui n'ont pas eu droit au rêve américain et qui vont tracer comme ça un peu une faune un peu spéciale autour, enfin d'une Amérique qu'on connaît pas vraiment, quoi. C'est pas genre le couple pour qui tout va bien, qui ont une télévision, voilà, c'est plutôt des gens qui sont un peu mordus par la vie, quoi. Et c'est ça, l'idée c'était un peu ça, c'était une trajectoire, et il va chercher un peu la délivrance, il va chercher une porte de sortie, il va chercher son Oz à lui, le pays d'Oz pour lui. Mm-hmm. Et quelle est votre source d'inspiration, votre muse ? Ma muse, c'est mon amoureuse. Non, c'est mignon, hein, mais en fait, non, c'est pas ça. Non, ma muse, je pense que c'est l'énergie rock'n'roll pour ce livre. En fait, pour chaque livre que je fais, je choisis d'autres muses. L'idée, c'est qu'il y a un moment, comme quand on est enceinte, en fait, à un moment donné, le bébé, il est dans le ventre et on avale des choses, en fait, pour faire grossir. Et à un moment donné, quand j'étais en train
d'attendre ce bel enfant. En fait, j'ai lu beaucoup de littérature, j'ai lu Allen Ginsberg, justement, ces poètes un peu de la Beat Generation, aussi des récits d'évasion. Après aussi au niveau du cinéma, j'ai beaucoup vu Hitchcock. Il y a des images, en fait, des captures d'écran, en fait, de Alfred Hitchcock. Puis d'essayer de comprendre un petit peu à quoi pouvait ressembler ce rêve américain des années 50 à ce moment-là. C'est aussi le début de la commercialisation du corps de la femme. C'est pour ça que j'ai fait un peu des filles avec des oreilles de lapin. C'est le début des bunnies, en fait, de Playboy. Peut-être que vous connaissez pas, mais les garçons qui sont hors champ peut-être connaissent plus. Ouais, peut-être les garçons plus de mon âge d'ailleurs. Voilà, du coup, mes muses à chaque bouquin, c'est plutôt mes sources d'inspiration. C'est un peu une espèce de bible que je me fais. Puis après, notamment aussi au niveau musical, j'essaie vraiment de Johnny Cash, Patti Smith, des gens qui ont imprimé en fait cette époque-là par leur musique. Voilà, c'était ça ma muse, je pense. Et donc, si on revient au niveau de vos créations, vous avez fait le choix artistique de mettre tout le temps du noir et du blanc. Pourquoi ? Je pense déjà la couleur, c'est un sacré challenge. Vous avez choisi la voie de la facilité, en fait. Non, alors je crois que pour... Écoute, jeune fille, on va en discuter. Hein, je te laisse une demi-heure pour faire un petit dessin noir-blanc. Non, c'est bon. Moi, je suis nulle en dessin. Défi lancé, allez. Non, je pense... Défi refusé. Ok, bonne répartie. Non, bon déjà, moi j'ai toujours travaillé le noir-blanc. C'est effectivement... J'ai l'impression qu'il faut travailler des dizaines d'années le noir et blanc avant de pouvoir oser mettre de la couleur. Mais ça, c'est vraiment mon parti pris personnel. Il y a des peintres qui ont ça... d'instinct, il y a des dessinateurs que je trouve fabuleux, je sais pas, comme Joan Farr ou bien Bastien Vives, qui sont des jeunes dessinateurs actuels, et je trouve qu'ils maîtrisent la couleur avec une espèce de naturel dingue. Moi, dès que je commence à mettre un peu de couleur, ça tend vers le kitsch, un peu période Mon Petit Poney, arc-en-ciel et tout ça, ou alors ça tend vers quelque chose de presque trop trash, où j'utilise des couleurs qui sont peut-être un peu pas assez nuancées, donc je suis jamais assez content. Du coup, je choisis du noir et blanc, mais c'est aussi parce qu'en fait là, ça parle de la mémoire, du fantôme, de la disparition. Je travaille beaucoup sur la disparition de l'image, sur voilà ce que ça évoque. Voilà tout ce qui reste des gens lorsqu'ils sont morts. Enfin voilà, il y a un peu cette mélancolie. Et effectivement, le noir et blanc en gravure aussi, c'est pour moi plus simple à communiquer. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut redire de ça? Rien. Merci. Plus qu'à dessiner. Ouais. 3 de vos œuvres sont exposées au mini-musée mobile. Une jeune fille, un boxeur à terre et des pistolets dans un cercle. Donc voici les commentaires de certains élèves qu'on peut retrouver sur le site du CO de la Veveyse. Cet art, un art sauvage, démontre encore une fois que tout ce qu'on peut voir dans le monde est la peine. Pourtant si tard n'est sombre, cet art attire bien des curieux. Bravo à Monsieur Brulart. Il y a toujours dans ce musée quelque chose d'intriguant à voir, mais cette fois-ci, mes petits yeux avides de curiosité se sont régalés Génial. L'imagination de mon esprit n'a fait qu'un tour pour pondre un texte inspiré de ces 3 symboles. Quelle bonne idée de concours. Je trouve que le dessin est très bien fait, et je peux voir que l'auteur s'est beaucoup appliqué. Cependant, les thèmes des 2 images de droite sont pour moi un peu trop tristes, car les armes et la boxe ne m'évoquent pas de joie. Mais je trouve que le dessin de la fille est très beau, car on peut y voir ses émotions. L'art, une question de goût. Cet artiste nous montre la réalité dans l'art, un choix personnel qui peut faire avoir la réalité de ce monde à quelques personnes, et cela me plaît beaucoup. Quelle est votre réaction face à ces commentaires? Ouais, je suis content en fait. Je pense que c'est assez beau parce que, par exemple, dans mon atelier, dans les crayons couleurs, les 2 couleurs qu'il faut tout le temps racheter, c'est le rouge et le noir. Et je pense en fait c'est ce qui vous correspond à vous, à votre âge, quoi. C'est la passion, et il y a aussi un intérêt pour la mort. Il y a une espèce de fascination pour la Deuxième Guerre mondiale, pour le drame. Il y a un peu, voilà. En tout cas, je ressens ça chez mes élèves. Et en fait, quand Christophe est venu dans mon atelier, j'ai aussi pensé un peu à sélectionner ces images-là parce qu'elles parlent de ça. Elles parlent d'amour et de mort. Les 3, je pense, même les boxeurs, il y a ce truc un petit peu de virilité, de se battre entre 2 hommes pour peut-être plaire à une femme, peut-être un peu moins les flingues, quoi. Mais je trouve en fait que c'est intéressant d'avoir des retours comme ça, c'est assez bien, ouais. Vous avez enlevé les pires commentaires, je pense que vous avez censuré, mais non. Non. J'aime bien quand on relève l'application.
Ça, c'est rigolo parce que je crois que c'est un faux critère. L'application, moi, je trouve que c'est plutôt la puissance d'une image qui doit être importante que son application. Mais je comprends en fait que vous avez des notes d'application. Donc, j'aurais peut-être une note de discipline, enfin, ce genre de choses. Donc, je comprends que vous parlez avec vos critères aussi. Donc, dans le premier commentaire que j'ai lu, il est question d'un concours d'écriture. Donc, justement, quelle bonne idée de concours. Les élèves doivent raconter l'histoire de ces 3 dessins exposés dans le mini-musée mobile, comme Tony O'Neill. Et est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux participants? Pour écrire le texte? Moi, je pense qu'il faut se détacher le maximum des images pour que le texte soit intéressant. C'est surtout pas d'écrire voilà une fille de dos avec des cheveux et un nœud et il y a des boxeurs qui vont se battre pour cette fille puis après ils prennent chacun un pistolet puis ils sont morts. Je pense qu'en fait qu'il faut essayer d'amener vraiment son univers à soi à l'intérieur de ces images et de les conjuguer avec un peu de soi. C'est ça qui donnera en fait un intérêt au texte. J'ai bien fait, on va dire. Okay. Parce que j'avais aussi participé à ce concours, donc on va voir. Gardez votre posture professionnelle, jeune journaliste. Elle s'auto-gratule, tout d'un coup sur ton canapé. Bonjour. Hello. Ok. Et puis, si vous deviez mettre un commentaire, vous écririez quoi sur ces 3 gravures? Quel chef-d'œuvre, quoi. Et je dirais que c'est un super cadeau de Noël aussi. Qu'est-ce que je dirais? Mais si j'étais moi ado, par exemple, je pense à des images qui me plairaient parce qu'effectivement, c'est des images empreintes de cinéma qui sont empreintes de... dans ce livre, il y a pas mal de rituels de virilité. Pour moi, c'est vachement important. La construction de la masculinité, de la féminité, c'est des questions qui, moi, me sont importantes. Et je pense que pour vous, même si vous le verbalisez pas ou c'est des fois un peu inconscient, vous êtes en plein dedans. Comment être une femme, comment être un homme. Et le boxeur, pour moi quand j'avais 15 ans, j'étais tout maigre, plein de boutons. Et je pense que j'aurais aimé être un boxeur, quoi. Ce truc, et j'ai l'impression qu'on demande à l'école, dans le groupe classe, dans le groupe de garçons, d'être un boxeur, de trouver sa place de boxeur. C'est un peu pour ça aussi que je trouve que c'est important. Puis après, la fille, c'est les longs cheveux. Il faut correspondre aussi à un certain truc chez les filles. Et c'est un peu ça, peut-être en tant qu'adolescent, moi j'aurais écrit un texte par rapport à ça, peut-être au besoin de correspondre aux attentes un peu normées. Voilà. Puis par rapport à maintenant, quel texte j'aurais écrit, j'arrive pas à prendre une distance parce que j'ai tellement... Là, je suis encore tellement dans ce bébé-là, j'arrive pas à revoir ces images avec quelque chose de neutre. Je suis content parce qu'elles me parlent encore. Ça veut dire que c'est des images qui marchent. Bah, souvent, je suis assez exigeant avec mes images, je mets beaucoup de choses à la poubelle. Souvent, j'ai des collègues d'atelier qui vont chercher des trucs dans la poubelle, qui essayent de les redéplier pour les garder pour eux. Mais je travaille avec beaucoup de déchets, puis ensuite, je sélectionne les images qui marchent. Du coup, sans les adorer, j'ai aucune image à moi chez moi. Mais voilà, j'aime encore les regarder. Ok. Et comment vous voyez le développement de l'art dans l'avenir, on va dire? De l'art, avec un grand A, tous les artistes, tout l'art, le mien, L'art en général. En général, on va l'art dire. en général. Moi, je pense qu'il y a d'abord une grande fluidité des genres. Chez les artistes, par exemple, il y a des artistes qui font de la terre, ensuite ils passent à de la peinture, ensuite ils font de la vidéo. Il y a de plus en plus d'intrusions de cinéma dans l'art contemporain, de sculpture, dans la danse. C'est peut-être ça. L'art commence à ressembler à notre société qui est de plus en plus métissée avec l'immigration, les mouvements démographiques. Je pense que ça... Pour moi, en tout cas, l'art reste connecté à la société. C'est ça que ça doit être. Je sais pas si on va dans une grande foire d'art, comme Art Basel, par exemple, où il y a beaucoup d'argent, mais peu de gens qui le comprennent. Voilà, c'est peut-être une caricature de l'art. Et alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui essaient encore il y a beaucoup de médiation dans les musées maintenant. On essaie d'amener les jeunes, les enfants, les personnes âgées à dialoguer avec les œuvres d'art. Du coup, je pense que c'est ça. Pour moi, l'avenir de l'art, je sais pas si ça va dans cette direction-là, mais c'est de rester connecté, d'amener un regard, une analyse sur le monde contemporain. Voilà, Monsieur Brulart, nous vous remercions sincèrement pour votre vision de l'art. On est impatient de lire les textes des élèves du COV.
Qui sait, peut-être un futur livre se profile? Ah, t'essaies de placer le truc là. Ouais, alors écoute, on peut peut-être en faire un fanzine, ouais, en tout cas une édition, ou alors peut-être ce serait une édition augmentée. Dans 6 mois, normalement, sort la version américaine de La Vie sauvage. Du coup, je pourrais peut-être ajouter en fait une préface puis une postface des élèves du Sceau de la Veuvesse, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Okay. Mais d'ici là, tout de bon et que l'art vive libre et engagé. Merci et au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre accueil.